On s'en fout du foot. Parfois oui. Malgré tout ce que j'ai pu dire dans mes intros au bar ou au lit, on s'en fout. Il y a ces moments. Ces moments qui vous font dire que plus rien n'est vraiment important. Ces moments où vous reprenez conscience des gens, de leur vie, de l'importance de leur vie. Ils ne sont plus ces figurants dans le clip de votre vie. La manière redevient consistante, palpable, vibrante. La data a bouffé la société comme le foot. On parle de chiffres, de courbes, de pourcentages. Les experts se précipitent, se poussent du coude pour dire qui est le plus grand spécialiste du malheur. Dire plus fort, dire plus faux, et nous on suit. On se laisse gaver, on écoute, on lit, on regarde, on ingurgite, on ne réfléchit plus. Comme une cuite post-rupture, on tente de noyer l'âme. On asperge le cerveau, on se déshumanise, on s'ordinateurise, on tente d'affaiblir les émotions par l'excès d'informations ici. Surtout que ces chiffres ne soient plus chers. Compter les larmes en pourcentage de litres d'eau par habitant, réfléchir à qui la faute, et si on avait fait ça, quelles sont les chances d'eux? À mon avis, la suite, ça va plutôt être comme ça. La vérité, c'est qu'on sait pas. La vérité, c'est qu'on extrapole. On détourne le regard, on ferme les yeux. On ferme les yeux parce qu'on a peur, on ferme les yeux parce qu'on sait pas comment faire, on ferme les yeux parce qu'on n'a jamais fait autrement. Pourtant, ce sont nos mères, nos frères, nos pères, nos sœurs. Leur humanité, leur substance est la même que la nôtre. Leur quotidien aussi. Eux aussi, un mois avant, avaient la flemme de se lever. On met 3 réveils et on snooze quand même. Eux aussi sont des amants, des maris déçus, des puceaux, des geeks, des ouvriers, des cadres, des fouteux, des alcooliques, des chômeurs. Des idéalistes, des rêveurs, des envieux, des jaloux, des mecs normaux. Eux aussi se questionner sur leur routine, bosser, rentrer chez soi, être en famille ou pas, changer de job ou pas, avoir la flemme d'aller en soirée ou pas. Leurs peines, leurs problèmes, leurs joies et leurs jouissances, leurs peurs, leurs passions, leurs angoisses et leurs surprises étaient les mêmes que les tiennes. Sans nuance, sans infériorité, leurs bouleversements et leurs larmes ont le même goût que les tiens. Leur amour et leur haine aussi. Un humain ici, un humain là-bas, c'est pareil. Emmener son gosse au stade, taper dans le ballon avec lui, applaudir ses dessins pourris et l'embêter en le chatouillant, ça c'est fini pour beaucoup de femmes et d'hommes. Combien d'enfants qui ne demandent qu'à taper dans un ballon contre le mur du jardin, qui ne demandent qu'à dire papa t'as vu, combien de destins brisés qui ne verront pas le jour, combien de traumatismes et de familles séparées, ça aurait pu être les vôtres, ce sont les vôtres, mais là-bas, pas moins, pas plus, combien de rires d'enfants qui ne résonneront plus dans cette ville, pendant combien de temps? C'est comment une ville sans rire de gosse? Ce genre de ville où le souffle de vie semble être faible, un pouls bas, une ville en assistance respiratoire. Derrière les débats, les experts, les chiffres et les indignations politiques, ce sont toutes ces vies qui s'éclatent en 1000 morceaux. Les vôtres, mais là-bas. L'assourdissant silence de tous ces espoirs brisés, étouffés, annulés, ensevelis par les chiffres, les balles et les bombes, devrait nous imposer à minima l'humilité. Se rendre compte que le pavillon en banlieue, la famille, le golden retriever et le kangou, c'est pas mal comme vie. Qu'on peut se foutre de la gueule des bouddhistes en Sarwell, mais se contenter de ce qu'on a, c'est peut-être pas si idiot. On a le droit de relativiser, on a le droit de compatir, de se sentir privilégié. Tous ces sentiments de ringard. Se dire qu'être là, juste là, ou ici, mais surtout pas là-bas, qu'être ensemble c'est déjà pas mal. Que la paix c'est intéressant comme projet. Alors oui, ce soir on s'en fout du foot. Allez, on s'en fout du foot, mais on sait pas parler d'autre chose et on connaît rien d'autre. Donc on va essayer de se changer les idées, on va se faire plaisir, on va s'évader. Ça sert à ça aussi le foot. Avec moi, il a justement envie d'envoyer Clément Turpin sur le front de l'Est, mais il a peur que ça crée encore plus d'injustice. Ça va, Val? Ça va très bien, et toi? Ouais, ça va. Le seul truc qui m'angoisse un petit peu moi personnellement, c'est que bon, je spoil un peu ton intro, mais on va parler du RC Strasbourg aujourd'hui. Et on va encore entendre le putain d'accent allemand de Flo. Ouais. Et ça, c'est très très angoissant. Mais en même temps, tu me diras, quand on fait une émission sur le B10, on entend son accent allemand. Donc oui, à un moment, j'essaye même plus de lutter. Et bah justement, à côté de lui, il a vécu le plus beau 0-0 de sa courte vie dimanche dernier. Il compte appeler son fils Kepa Benjani Zoumana Liska. Donc, bienvenue Flo. Je crois que Virgile est dans le prénom aussi. Mais et on avait pensé à Siaka, avec Val, on a nommé ton gamin avec c'est pour ça que tu me demandais les noms dans la voiture. Ouais. Vraiment, on rentrait du foot avec Val et dans la voiture, je l'ai regardé et je lui ai dit donne-moi un prénom bizarre du PSG pourri des années 2000. Je pense que Siaka c'est encore vachement gentil. Ouais, Zoumana c'est rigolo. Non, Zoumana c'est pas mal, mais il y a des prénoms vraiment. Il y avait Jean-Kévin, j'hésitais avec Jean-Kévin. Ouais, ou Jean-Eudes. Le Jean-Eudes est pas mal aussi. Tu avais dit Jean-Eudes, je te l'avais dit. Ou le Albert. Jean-Eudes c'était pas mal. Non, il y avait plein de choses. Bon, t'es en forme Flo quand même? Écoute, ça va très bien. Effectivement, Virgile m'a réjoui sur cette finale. Il a voulu complètement décapiter Kepa Arrizabalaga sur un penalty, ce qui m'a fait très plaisir. Ouais, moi aussi, je le déteste. Je parle de Kepa, je sais pas pourquoi je l'aime pas. Toujours à distance.
je m'inquiète, on me cache des choses. Je commence à croire que le videur de l'année 2021 l'a pas laissé rentrer en 2022. Du coup, il patiente dans le métaverse. Ça va, Alex? Il fait bon dans le monde virtuel? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Bah oui, mais c'est tard, moi, tu sais, à mon âge, je me couche tôt, j'ai pris ma soupe, là, j'attends, et puis bien. Ça y est, maintenant il s'auto-troll. D'autant que j'ai eu l'info il y a à peine 10 minutes que l'ancien appart d'Alex était un ancien quoi? C'est un ancien EHPAD? Ouais, c'est ça. Ancien. Il y a vraiment, il y a des destins dans la Je vie. crois même qu'à l'époque de la construction de ce bâtiment, le mot EHPAD n'existait pas. On était vraiment sur une maison de retraite. Oui, c'est une maison de retraite. Et Alex, il s'est fait, oh, c'est coquin ici, il y a une ambiance. Bon, heureusement, il a déménagé maintenant dans le métaverse. Donc, les gars, on va passer à cette petite question de comptoir qui, je sais, vous fait tant plaisir. C'est très serré le championnat de France cette année, en haut, mais aussi en bas. Qui sont les 3 qui vont descendre? Oh, t'es dur. Déjà, il y en a peut-être que 2. Qui sont les 20, 19, 18? Pas forcément qui vont descendre, mais qui seront sur les au moins celui qui sera sur le strapontin. Bah, donnez-moi vos 2 relégables directs et celui qui sera sur le strapontin. Metz-Bordeaux pour moi. Ouais, il y aura Metz, il y aura Bordeaux, et moi je dirais peut-être 3 en 18ème. Toi en 18, Flo? Metz-Bordeaux et Lorient. Ouais, Lorient, c'est dur. Lorient. Lorient, même s'ils ont fait un bon résultat le week-end dernier, Lorient. Mais de toute façon, le 18ème descendra parce qu'il affrontera Auxerre en barrage d'accession et Auxerre gagnera. Ça va jouer entre ça. Et toi, Adibou? Écoute, moi je te dirais, je suppose Saint-Etienne, même si là c'est un peu mieux. Je sais pas si j'ai vraiment envie qu'ils s'en sortent avec Duprat. Donc je te dirais 3 Saint-Etienne-Bordeaux. Et c'est qui est sur le strapontin du coup? Ouais, bon allez, on va mettre Saint-Etienne parce que la dynamique est meilleure. Ouais, Saint-Etienne, il y a moyen que ça se sauve au final. Hein. Là, ils ont pris pas mal de points ces derniers temps. Putain, Dibou, je m'en suis pas remis encore. Il a pris un coup de vieux. Allez, on part sur le gros sujet. Un entraîneur jeune et ambitieux, un président sérieux qui a des idées, une institution solide derrière, un public de feu. Pour ce 11e épisode, on ne vous emmène ni à Munich ni à Liverpool, mais à la Méno. Depuis la remontée de CFA2, ça bosse bien, ça travaille doucement mais sûrement, et avec comme apothéose peut-être cette saison une qualif européenne. J'essaye de leur porter, vous avez vu l'œil de 11e art, histoire que ça fait un concurrent en moins pour le Stade Rennais. Ouais, j'allais dire pour l'Olympique Lyonnais, mais bon. Oh non, mais ça n'a rien à voir. Ouais, rien à voir. Non, mais pour le Stade Rennais. Donc j'espère vraiment que Strasbourg va continuer sur cette belle série et enchaîner les matchs et les victoires. Inch'Allah. Donc sous la houlette en plus du petit prince d'Ille-et-Vilaine, Julien Stéphan. En plus, non, je serais vraiment content pour eux s'ils arrivent à obtenir un petit ticket pour l'Europe. Bon, tout le monde, je crois. Hein. Ouais, oui. ce serait bien. Mieux que Lyon. Par exemple. De manière, il y a un complot qui veut que Lyon ne veut pas n'aille pas en Ligue des Champions. Bah oui, c'est un complot, bien sûr. Allez, Val, au coin. Bon, les gars, on se fait, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va se faire un petit rappel historique depuis leur folle remontée entamée après la chute du club en CFA2. Ouais, alors la chute du club, il faut remonter peut-être même un tout petit peu avant, puisque les problèmes économiques et sportifs avaient commencé un petit peu en amont, aux alentours de l'année 2007-2008. Alors en 2007-2008, justement, sur cette saison-là, il y a une première redescente en Ligue 2, et c'est à partir de là que ça a vraiment commencé à se dégrader. On sait que les descentes en Ligue 2, si elles sont pas suivies d'une remontée tout de suite, sont souvent difficiles à gérer économiquement. Là, ça a été très difficile, puisqu'ils n'ont pas réussi à remonter. Ils sont ensuite descendus en national, problème économique, jusqu'à une redescente administrative en CFA2. Donc ça, c'était en 2011-2012, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et il y a un président qui matérialise le début de la. En gros, tu le disais, Val, il y a pas mal de promotions, relégations Ligue 1, Ligue 2 au cours des années 2000. Et vraiment, à partir de 2009-2010, il y a une redescente en Ligue 2, plus de montée. Et il y a un redescente national même. Jusqu'en national, mais en 2010-2009, il y a un homme qui prend la présidence du club, qui était déjà actionnaire auparavant, qui s'appelle Jafar Hilali, qui est un franco-marocain. Ça dit tout, il s'appelle Jafar. Et c'est un président. C'est un prénom de méchant, Jafar. C'est vrai. Je savais pas où est-ce que t'allais avec cette phrase. Ah oui, non, c'est juste Jafar pour moi, c'est le méchant dans Aladdin.
Et c'est un mec complètement fou qui va mener le club à la catastrophe économique, mais qui va aussi avoir des spécialités, notamment avec les supporters, où il va comparer la situation au PSG quand il y a des morts dans les stades. C'est un mec qui va se créer un pseudo et participer au forum de supporters pour diffuser des affaires un peu complotistes sur le club, alors que c'est lui qui est président du club, donc c'est quand même assez bizarre. Ce serait pas absurde que Kita ait un poster de ce Jaffar dans son bureau. Il faut savoir que le président qui a pris la suite de ce mec-là, en 2012-2013, il est allé le rencontrer pour faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, il a vraiment voulu discuter avec lui pour faire exactement l'inverse. Et ce président aussi, il avait une petite spécialité, ce qui avait créé une belle polémique, c'est que je crois que c'est à l'époque où le club est en national et cherche à remonter en Ligue 2 ou alors en National 2 et recherche à monter en national. Il y a un match Rouen-Guingamp pour la dernière journée et il va promettre une prime de 200 000 € à l'ensemble des joueurs de Rouen pour battre Guingamp et permettre à Strasbourg de remonter. Voilà, donc classe. On est sur les mallettes. Donc voilà, c'est un président qui, au-delà de toutes ces polémiques, aura aussi conduit le club à la faillite économique et à la liquidation. Ouais, non, pour compléter ce que dit Flo, et c'est très vrai, mais il faut du coup se rendre compte que on a un Racing qui passe de la Ligue Europa où ils affrontaient la Roma à un dépôt de bilan 3 ans après, avec la première journée qui est décalée parce qu'il manque de joueurs dans l'effectif, avec les supporters qui doivent rester au stade pour nettoyer eux-mêmes le stade parce qu'en fait il n'y a pas de budget pour payer des gens pour faire ça. Donc on est vraiment dans une situation catastrophique et pourtant il y a quand même un groupe d'irréductibles strasbourgeois qui vont rester là, qui vont faire vivre le club et on va développer après, mais c'est en grande partie grâce à eux que c'est reparti comme ça, quoi. Ouais, justement, donc c'est un peu du coup c'est dans ce contexte chaotique qu'arrive Marc Keller. Bah, Marc Keller, exactement, il arrive en fait. Donc Marc Keller, c'est un ancien international français historique formé au club et il reprend le club en 2012 avec un pôle d'actionnaires locaux qui est d'ailleurs toujours aujourd'hui à l'actionnariat du club et Marc Keller toujours à la présidence du club et c'est lui qui va vraiment relancer le club. Il faut savoir que le club va changer de nom aussi. On passe du Racing Club de Strasbourg au RCSA avec le mot Alsace derrière Strasbourg, notamment parce que je crois que pour éviter la liquidation et pour obtenir des fonds publics, il était plus pratique de changer le nom officiel du club. C'est parce que la région finançait une partie du business model du club. Et en fait, c'est aussi cet élan avec des joueurs locaux, des investisseurs locaux, les supporters qui ne lâchent pas du tout le club, et on va y revenir parce que c'est vraiment une donnée très importante du Racing. C'est ce côté Marseille de l'Est qu'on prête souvent au RC Strasbourg. Et donc Marc Keller reprend le club en 2012 et quasi immédiatement le club était à ce moment-là en CFA2, ce qui est aujourd'hui l'équivalent de la 5e division. Ils vont remonter en national. Alors ils remontent en national, ils descendent direct, mais en fait ils ont petit coup de chance, ils sont repêchés cette saison 2014 alors qu'ils descendent en national suite à l'affaire Luznac. Je me rappelle de ça. Ouais. Et c'est ce qui permet en fait au club de se maintenir et de pouvoir commencer à vraiment consolider le projet tant économiquement que sportivement. Et c'est ce qui va mener ensuite au succès qu'on connaît aujourd'hui. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre parce que les gens se rendent pas forcément compte, mais il faut savoir qu'en très peu de temps, du coup en 2-3 ans, le club perd son statut de club professionnel en plus des difficultés économiques et du coup, à partir de ce moment-là, à partir de la rétrogradation, il faut bien comprendre que le club repart de zéro. Il n'y a vraiment plus rien à ce moment-là, que Marc Keller arrive un petit peu donc avec des moyens qui sont pas très importants à l'époque. Il faut préciser pour les gens que le fait de perdre le statut pro, c'est énorme. C'est une catastrophe. Tu dois virer les 3 quarts de tes employés. C'est une catastrophe économique. Ouais, tu fermes le centre de formation souvent. Ouais, exactement. Voilà, exactement. Et c'est souvent dans ces situations-là que le club, que les clubs même se restructurent, notamment avec un ancrage territorial assez fort. On a eu l'exemple dernièrement avec Bastia qui est redescendu aussi en 5e division, donc en National 3, ça s'appelle plus la CFA2, et qui s'est restructuré avec un modèle assez innovant, avec les supporters qui sont vraiment partie prenante du club, et c'est un petit peu ce qui s'est passé à Strasbourg, avec là encore des actionnaires avec un pôle économique. Je crois que maintenant il y a quasiment, si je dis pas de bêtises, 200 ou 300 entreprises locales qui forment un consortium qui viennent financer le club. Alors chaque entreprise vient avec des apports différents évidemment, mais voilà, il y a une restructuration. Ça, on n'est pas sur un fonds d'investissement américain. Non, exactement. On est vraiment sur un truc avec un vrai ancrage territorial, avec un projet autour des supporters, etc. Un vrai truc un peu viable, et ça se ressent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle un petit peu de ce club, mais on va y revenir un peu plus tard. Ouais, bah pour compléter et aller un peu vers Marc Keller, je sais pas Jules, si tu voulais procéder comme ça, mais parler un peu de ses origines, de dire qu'il vient de la région. Ouais, exactement. Bah, c'est bien de le rappeler justement qu'on s'intéresse justement au personnage qu'est Marc Keller pour les gens qui le connaissent pas. Savoir, enfin voilà, c'est pas un mécène qui s'est réveillé un matin en se disant je vais sauver Strasbourg. C'est pour ça que en fait ça a matché tout de suite parce qu'en fait c'est un ancien joueur de foot
qui était surnommé l'intello du foot parce qu'il a très vite commencé à faire des études en parallèle de sa carrière professionnelle. Il a joué à Strasbourg, il a participé à la montée de Strasbourg en Ligue 1 dans les années 90. Et en fait, après sa retraite, très vite, il a fait une première pige à Strasbourg qui s'est plutôt bien passé avec des réussites, avec une coupe de la Ligue. Et comme l'a expliqué Val, il revient du coup en 2012 avec ce rachat. Et en fait, il part de zéro et surtout, il part avec aucune certitude que ça va marcher parce qu'on est vraiment au fond du niveau du foot en France et il y a tout à refaire dans cette équipe, quoi. Marc Keller, justement, ce qui est intéressant, tu parlais de son premier passage de 2001 à 2006, c'est l'époque notamment IMG, la boîte américaine qui est leur propriétaire du club. La gestion n'est pas forcément magnifique, mais ils le mettent manager général alors qu'il vient tout juste de terminer sa carrière. Et il va lancer une très bonne génération. Il va conduire notamment, je crois que c'est en 2006, à la victoire en Gambardella, avec notamment la génération Schneiderlin, à ce moment-là, il me semble. Et puis même avant, on a la génération des Gamero, des Bay encore avant, des Jacques Fati. Donc il y a vraiment un bon travail. Régis, c'est Lou Boya. Ouais, exactement. Et il y a vraiment un bon travail qui est fait lui de côté manager général, ce qui va d'ailleurs intéresser un club un peu plus important, puisqu'en 2006 il part rejoindre l'AS Monaco pour des fonctions à peu près similaires. Il va faire une première pige, il va s'arrêter quelques mois, la présidence va changer, il va recontinuer une pige à Monaco avant, on l'a dit, de revenir en 2012 à Strasbourg. Mais effectivement c'est quelqu'un qui est brillant. Alex insistait sur le côté étudiant. C'est un mec qui a eu un bac avec mention scientifique, ce qui est quand même mine de rien assez rare dans le foot. C'est un mec qui a fait des très bonnes études, je crois qu'il a fait une prépa ESSEC ou quelque chose comme ça, il a un doctorat, donc c'est un mec qui est vraiment brillant du côté études. Alors ça ne veut pas forcément dire que ça sera gage de réussite dans le foot, mais au final on voit que ça a quand même permis de le formater, notamment économiquement, et c'est ce qui fait aujourd'hui aussi son succès du côté du Racing. Petite différence de génération, parce que je pense qu'à l'époque il y avait quand même plus la possibilité de continuer ses études sans être en Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que Keller, moi j'ai vu ça dans un reportage justement sur Strasbourg, il a mis en place un système pour permettre aux joueurs, pour pas qu'ils soient complètement foutus après leur carrière, etc., où ils peuvent suivre en parallèle plus ou moins un cursus d'école de commerce en fait, et de management. Un vrai accompagnement en dehors des centres de formation, comme le fait Crystal Palace. Il y avait Liénard qui suivait ces trucs-là, etc., Djikou, et tu les voyais justement en train de suivre les cours en parallèle. Il aménage les emplois du temps des joueurs pour qu'ils puissent suivre ça en partenariat avec le club. Donc il est dans un peu dans la mentalité des joueurs aujourd'hui. Quoi ? Ça se voit un peu dans la mentalité des joueurs strasbourgeois aujourd'hui. Tu sens que c'est des mecs qui ont un peu la tête sur les épaules, qui savent un peu où est-ce qu'ils vont, que ce soit sportivement ou même un petit peu dans leur vie, tu vois. Je repense au transfert de Mohamed Simakan. On sent que c'est un mec qui est posé, qui se dit bon bah vas-y, sur le transfert pour le coup, on sent qu'il avait vraiment envie d'aller jusqu'au bout de son aventure avec Strasbourg. Il était resté un an de plus. Pareil avec Cassis. Voilà, et après il est parti. Et après, il est parti dans un club qui était assez intéressant. Leipzig, tu vois, c'est un projet intéressant. Juste une petite phrase, parce que je pense qu'il faut quand même qu'on crève l'abcès à un moment ou un autre. Est-ce que vous connaissez une personne qui a un maillot floqué Morgan Schneiderlin 22 de l'équipe de France en 2014 ou pas ? Je l'ai vendu. Le pire dans cette histoire, je connais un mec qui a un maillot floqué Rafik Guitane du Stade Rennais. Oui, c'est vrai, c'est pas beaucoup mieux non plus. Non, mais à culpa, j'ai été complètement fan de Morgan Schneiderlin, qui en plus a une carrière en club qui m'a complètement ravi, puisque ce connard a décidé de jouer pour Everton et Manchester United. Donc je vous laisse imaginer que dès 2017-2016, j'ai revendu son maillot. Moi j'étais fan de lui aussi quand il joue en première ligue. Alex, tu voulais rajouter un truc sur justement Marc Keller, sur comment il gère ce club-là et ses idées ? Ouais, et puis déjà c'était pour compléter ce que disait Val en parlant d'un autre joueur, mais on détaillera tout à l'heure, mais le retour de Kevin Gamero, c'était pas du tout acté, on annonçait Marseille, on annonçait des clubs un peu plus pimpants, mais il a choisi ce projet-là, c'est dire aussi comme le discours peut être intéressant du côté de Strasbourg. Et lié au premier passage de Marc Keller certainement, parce qu'il a dû croiser Gamero pendant son premier passage. Et puis pour revenir à Schneiderlin, pour la petite anecdote, il faut savoir que c'était le premier Alsacien sélectionné en équipe de France depuis Marc Keller, qui a eu 6 sélections avec les Bleus. Et c'est marrant pour un Allemand de se faire. Hop, c'est bon. On a fait la blague sur les Allemands, voilà. Pour le coup, en plus, Marc vous rigolez, mais Strasbourg, quand il démarre, il joue en Alsace allemande. Le club démarre et joue dans les années 1900, je crois c'est 1906 la création du club. Ils sont en Allemagne. Des époques que t'as connues. Ah, t'étais au match, toi. Mais en plus, pour le coup, au-delà du côté études, mais en même temps enracinement local, expérience internationale avec l'équipe de France, c'est aussi un joueur qui, dans les années 90-2000, est allé à l'étranger. Il est allé jouer, je crois, du côté de l'Allemagne. Il a aussi joué à West Ham en Angleterre. Voilà, il a une compréhension aussi du foot un petit peu global, et il voit ce qui s'est fait à l'étranger, ce qui est assez intéressant. Et puis avant Strasbourg, il a joué à Mulhouse, donc à un moment, t'as envie de vivre.
Ouais, c'est ça. Et donc pour le coup, quand il revient prendre le club en 2012, il commence direct avec une réussite. Et du coup, simplement, juste les gars, puisqu'on a fait un peu le tour de Marc Keller. Une petite anecdote. Vas-y, une petite anecdote. Allez, ça, Ouais, ça mange pas de pain, ouais, c'est sucré. Non, c'est quand il arrive en 2012, le coach depuis déjà un an, c'est son frère, François Keller, également ancien joueur du RC Strasbourg. Et il va pas hésiter en 2014, quand les résultats seront un peu plus mauvais, notamment la saison où ils vont finalement être repêchés après l'affaire de Luznac en national, à démettre de ses fonctions son frère, ce qui est quand même plutôt compliqué à faire. Mais au final, pour lui, c'est pas une complication. Il n'y a pas forcément de ressentiment entre les deux. Et aujourd'hui, François Keller est revenu au club pour être d'ailleurs l'entraîneur de la réserve. Bonne anecdote. Moi, je te virerai jamais, Jules. Je te virerai jamais de ce métier. Toi, c'est pas ton frère. On n'est pas frère, tu m'engageras jamais non plus. T'es mon frère de sang, mec. Ouais, laisse-moi tranquille. C'est marrant, du coup, un dernier mot sur Marc Keller, après on passe un peu à autre chose. C'est marrant parce que j'avais cru entendre qu'il allait se barrer, etc. J'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'on entend ça et qu'il est encore là. Il est assez proche de Noël Le Graët et il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il sera un peu le protégé. Le problème, c'est que Noël Le Graët a beaucoup de protégés et a encore beaucoup envie de pouvoir aussi. C'est peut-être son plus gros défaut, Marc Keller, d'être proche de Le Graët. C'est peut-être. Et on parle beaucoup de lui effectivement un jour pour prendre la fédération, ce qui l'obligerait à lâcher la présidence, voire peut-être un rachat. Il se dit qu'il y aurait peut-être des candidats au rachat du club. Pas forcément. Une bonne pour Strasbourg. Justement, on a parlé du consortium d'entreprises, de l'implantation du club dans la région. De toute façon, même les clubs qui sont pas tombés, on va dire en National 3, on sent que ça s'implante de plus en plus dans la région. Mais à Strasbourg, il y a une vraie identité très forte. On le ressent avec le public, on le ressent sur certains joueurs fidèles, comme avec Liénard. Ça sort aussi des joueurs du centre de formation. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour que les gens qui nous écoutent comprennent qu'au même titre qu'un Lens ou qu'un Saint-Étienne ou qu'un Marseille, je les mets un peu dans le même paquet, Strasbourg, c'est un club avec une identité super forte et avec un public de barjo quand même. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on surnomme souvent le Marseille de l'Est, il y a une vraie ferveur pour le foot, c'est une vraie terre de foot. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que c'est aussi un club qui est dans une ville dynamique, mais qui est un club très populaire, qui fidélise énormément de gens du côté de la région de l'Alsace. Et paradoxalement, ce club a complètement ressoudé les liens entre les supporters et la direction. On parlait notamment des différentes présidences dans les années 2000 qui ont été assez compliquées dans la relation avec les supporters. Immédiatement, en fait, les supporters se sont remis à suivre le club, limite plus qu'avant. Je crois que le premier déplacement, quand il se retombe en National 2, c'est à Forbach, en CFA2, pardon, donc 5e division, c'est à Forbach, et il y a genre 150 supporters en déplacement. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont aussi retrouvé cet ancrage territorial en affrontant des clubs de la région. Il y avait quasiment plus que Metz dans la région qui était parfois encore en Ligue 1, Ligue 2. Mais le grand rival historique de Strasbourg, c'est Colmar, et ils ont pu rejouer des Colmar, des Forbach des Mulhouse dans ces divisions-là. Allez voir les vidéos sur YouTube, il y a des vidéos sur YouTube où tu as 5000 supporters de Strasbourg dans un petit stade de national. C'est complètement fou. Ils ont explosé tous les records en France dans toutes les divisions amateurs pour monter, je crois, jusqu'en national, ils ont atteint 27 000 spectateurs. Juste des chiffres plus précis, on était à 11 000 spectateurs de moyenne en CFA2, 20 000 en CFA, 27 800 en national, et c'est 11 000 en CFA2, c'est quand même costaud. Hein. Ça ferait pas beaucoup. Toi, t'es le petit club du coin, tu vas jouer à Strasbourg et t'as 11 000 mecs qui t'attendent. Et t'as un ancien cadre du club, excusez-moi, j'ai plus son nom, mais qui disait ce sont les supporters qui ont permis de sauver le club. Ils ont attiré la lumière sur le club, ce qui lui a permis de retrouver des partenaires. Et ça rejoint complètement ce que disait Val, c'est qu'en fait, sans ces mecs-là et sans la petite anecdote là que je racontais au départ où c'est eux qui nettoyaient le stade à la fin du match, il y a très peu de chances pour que ça reparte et que la magie s'opère, parce que en fait dans tout ça, tu demandais tout à l'heure Jules, Marc Keller, c'est quoi ces tricks, pourquoi ça marche? Il y a d'abord un mec qui est très intelligent et qui sait ce qu'il fait, mais il y a aussi une petite part de magie dans cette histoire, tu vois. Parce que rien que, par exemple, la rétrogradation de Luznac qui permet à Strasbourg de se sauver, les supporters qui sont là. Les planètes qui sont alignées. Ouais, voilà, il y a un peu de ça. Pour que ça remonte aussi vite comme ça et qu'ils atteignent la Ligue 1, je crois c'est en 5-6 ans, c'est fou comme histoire, quoi. Mais après, c'est vrai que je crois que enfin, moi, personnellement, quand je suis ça de l'extérieur, je pense que c'est un des clubs où j'entends les joueurs, c'est le club où j'entends le plus les joueurs parler du public avec Lens. C'est vrai, ils en parlent tout le temps. On sent que le Covid leur a fait mal dans les résultats. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à aller voir l'émission Le Vestiaire sur Strasbourg, qui était super intéressante, où les joueurs parlent concrètement, je pense, du public à peu près une phrase sur deux, et qu'il y a une ambiance de fou à la Méno, on le voit. Et c'est vrai que quand tu parlais du côté magique, c'est vrai qu'il y a eu ce sauvetage miracle quand ils viennent de remonter en Ligue 1 avec le coup franc Liénard à la Méno à la dernière minute. Ouais. Enfin, il y a ce jeu avec les supporters et le speaker, ouais. Le merci à chaque fois de rien. Enfin, c'est rien que ça. Enfin, c'est juste complètement fou. C'est un truc qu'on voit pas dans le stade. Il y a plein de petites anecdotes qui entourent ce truc-là et qui on va montrent essayer que de les les avoir supporters sous le capot, tiens.
On va essayer d'aller s'en servir un petit peu avec les petits. Ce serait une bonne idée d'aller là-bas. Ouais. En plus de l'importance du public qui est chaud bouillant, je pense que ce sera intéressant de le voir. On n'a pas forcément fait les calculs, mais je pense que les stats de points de Strasbourg depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1, pris à domicile, pris à l'extérieur, je pense qu'il y a un gap qui est énorme. Ils ont gagné plein de matchs à la dernière minute. Il y a une identité très forte qui s'installe dans la région, mais c'est aussi lié au fait que Keller a eu l'intelligence d'avoir une ossature et un groupe de joueurs attachés à ce club et à cette région-là qui sont là depuis quelques temps. Bah complètement, et puis le meilleur exemple pour ça c'est évidemment Dimitri Liénard qui est là depuis il me semble qu'il est là depuis la saison 2013-2014, donc ça doit faire maintenant 8 ans, ça va faire 9 ans bientôt là qu'il est au club, et il a connu alors il est pas remonté depuis il était pas là dès la remontée en CFA, donc dès la première année de la remontée, mais il était là dès la nationale, donc il a connu quand même 2 remontées, et c'est vraiment un club qui représente aujourd'hui le club de Strasbourg. Comment? Il y a un club qui représente le club. Oui, personne n'est parfait. Je corrige les coquilles. Ouais, bien sûr. Voilà. Il y avait Jérémy Grimm qui était un peu dans la même ligne. Il y en a plein. Surtout que Jérémy Grimm était vraiment l'emblème du club parce que c'était un des rares joueurs du groupe qui était alsacien en fait. Simplement, formé au club aussi. Formé au club, il vient de là, etc. Ouais. Donc Jérémy Grimm, il représentait vraiment ça. On en a d'autres qui sont arrivés assez tôt. Il y en a qui sont partis, qui sont revenus. Oui, on a fait un exemple qui est revenu cette année, c'est Gamero, puisque c'était un ancien. Mais ça marque les supporters, ça compte pour les supporters des joueurs comme ça dans l'identité et dans l'identification que les supporters se font avec le club, ça compte énormément. On a Adrien Thomasson, est-ce qu'il est pas arrivé en national aussi? Non, il était à Nantes. Il était à Nantes avant. Il était à Nantes. Oui, mais je suis pas sûr qu'il soit arrivé en Ligue 1, je pense qu'il est redescendu en échelon. Non, des conneries. Non, je suis pas sûr. Non. Je suis pas sûr, mais bon, t'as plein de joueurs qui sont là depuis super longtemps. Ludovic Ajorc, alors que c'est vraiment un joueur. Oui. En plus, lui, on sent qu'il progresse d'année en année et qui va bientôt prendre son envol. Ouais, je pense que il va pas rester. C'est beau pour les Tigons. Mais les joueurs sont assez fidèles à ce club. Matt Sells, qui est là depuis assez les joueurs longtemps. restent en général. Je parlais de Simakan tout à l'heure qui a fait exactement ça. Il est arrivé en Ligue 1. Voilà. Ouais. Et au-delà de ça, il y a un côté aussi révélation de jeunes. On parlait de Bellegarde là à l'instant, on se souvient de Sissoko qui arrive de Brest et qui se révèle immédiatement. Il y a eu Aoulou qui a moins marché après mais qui s'est révélé de ce côté-là. Il y a surtout eu Fofana, le prêt de Martin Tarrier. C'est vraiment à Strasbourg que Martin Tarrier se révèle. Et puis comme tu dis, il fait a priori il fait plutôt bon vivre parce que les joueurs qui se barrent ils reviennent en prêt ou ils repassent par là, donc a priori je pense que le club est bien géré. Ou alors c'est vraiment qu'ils vont plus haut. Parce qu'on décèle un vrai potentiel. Évidemment, un des hommes des premières saisons en Ligue 1, c'est Kenny Lala. Alors qui est parti, qui est pendant. Il est où maintenant? Je crois qu'il est à l'Olympiakos. Ah oui, c'est vrai. Oui. Il est à l'Olympiakos. Alors il est parti libre, mais il a rendu de sacrés services et pendant 2-3 ans, il a été parmi les. Ouais, il était pressenti. Il part pas au mercato d'hiver justement pour prendre un chèque? Peut-être. Enfin, en tout cas, il a rendu de fiers services du côté de la Méno et pendant 2-3 ans, il a fait partie des meilleurs latéraux droits de Ligue 1. Kenny Lala, c'est un peu l'histoire classique du mec qu'on attend très bon et puis qui doit partir à une période, ils le vendent pas au bon moment, finalement il se décide à le vendre quand même et il part pour moins que ce qui était annoncé. Et pour revenir... Ouais, vas-y. Ouais, non, juste pour finir sur Liénard, en fait, ce qui est génial avec ce mec, c'est que dans le fond, tu sens qu'il a pas le niveau de la Ligue 1, mais il donne tellement tout, il a effectivement cette patte gauche sublime et son coup franc contre Lyon, je pense que les supporters strasbourgeois en rêvent encore le soir, mais fondamentalement c'est un mec qui a pas un niveau de fou quoi, mais il se dépouille tellement pour l'équipe que tu peux même pas lui en vouloir et t'es juste content de le voir sur. C'est un joueur emblématique. D'ailleurs, on se rappelle que Flo et Val en avaient parlé dans le premier top 10 sur les couteaux suisses. On l'avait bien classé en plus. Ouais, il était pas mal classé. Non, mais de toute façon, c'est un joueur super attachant et c'est aussi pour ça qu'on kiffe la Ligue 1, c'est d'avoir encore des joueurs comme ça. Mais même sans les joueurs comme ça, évidemment, vous voyez où je veux en venir. Cette transition est énorme. Allez, ça y est, c'est ton moment, Jules. Non, avant ça. Pendant longtemps, l'image de ce club a été aussi beaucoup de Thierry Loret, qui a accompagné cette équipe pendant toute la remontée. Un petit peu hommage aussi, ouais. Et là, on sentait que on arrive au bout d'un cycle avec Loret. Il s'est même d'ailleurs peut-être fait virer trop tard parce que ce qui est dommage, c'est qu'il est parti en s'agaçant avec le public. Il serait peut-être parti avec plus d'honneur s'il était parti plus simplement un an avant. La saison dernière, ils se maintiennent à la dernière journée. Hein. Ouais, c'est ça. Effectivement, je pense qu'il y a une crée des tensions entre Loret et le public, ce qui était dommage. Il y a une saison de trop, peut-être personnellement pour Thierry Loret. Oui, est-ce que pour le club, c'est pas une bonne saison de trop finalement parce que aujourd'hui, ils sont repartis sur des bases. Ouais, ils sont repartis sur des très bonnes bases et très intéressantes. Je parlais de la relation Loret-Public. Bien sûr, la relation Loret-Public, elle est bon. Après, c'est l'entraîneur qui a accompagné le club dans sa remontée et qui est resté fidèle et qui a réussi quand même à les faire perdurer dans un championnat avec plutôt des bons résultats. Donc en vrai, il faut aussi rendre hommage à Thierry Loret, même si on n'apprécie pas forcément
ses principes de jeu et sa façon de communiquer, etc. Voilà, il faut savoir aussi rendre hommage de temps en temps à des personnes comme Thierry Loret. Non, et puis c'était super dur aussi t'imagines, pour Marc Keller. Thierry Loret, il a participé à la montée, il était là dans les moments importants du club. C'est toujours pareil, en fait, les mecs que t'aimes, qui font partie de l'histoire, ça finit toujours mal. Ouais, ce qu'on retient, c'est qu'il faut pas être trop proche de Marc Keller, parce que ce soit son frère ou le mec qui est là depuis 8 ans, il te virera comme un malpropre. Mais pas pour embaucher n'importe qui. Celui qu'on appelle le génie tactique d'Ille-et-Vilaine, le petit prince du Roazhon, Julien Stéphan, qui a été beaucoup de petits princes au Roazhon quand même. Il y a énormément de petits princes, c'est une princerie. Julien Stéphan qui a été beaucoup critiqué à une époque où on s'est dit que finalement est-ce qu'il n'était pas un peu téléporté là, que c'est l'étang qui faisait tout, que ceci, que cela. Au final, on peut dire qu'il a bien confirmé avec Strasbourg cette saison pour l'instant. Ouais. Et même d'ailleurs, si ça s'arrête là et qu'il se calme un peu, ce sera quand même une belle saison pour Strasbourg. Avant qu'on rentre vraiment dans le Julien Stéphan de cette saison, le Julien Stéphan de la maturité, le Julien Stéphan épisode 2, est-ce qu'on peut rappeler rapidement son parcours, d'où il vient et son ascension un peu plus patiente? Bah écoute, l'ami Julien Stéphan. Attends, mais Jules, est-ce que c'est pas toi peut-être le mieux placé pour parler de ça? Ouais, bon, on va partir sur un solo. Voilà, entre ton addiction pour le Stade Rennais et puis tes relations hautes placées avec le Pierre Gardan. Ouais, mais alors au final, on n'a même pas réussi à savoir au téléphone avec Pierre, donc il a pas pu trop en parler. Pierre, vous pouvez le retrouver dans l'épisode de la table ronde sur la formation avec Val, qui est un ami à moi qui est passé longtemps par le centre de formation du Stade Rennais et qui a joué notamment sous la houlette de Julien Stéphan, parce que Julien Stéphan, par rapport à beaucoup de coachs qui ont pu être parachutés après un diplôme à droite à gauche, et surtout qu'il aurait certainement pu avec son père. Oui. Adjoint de Didier, il a préféré prendre son temps. C'est un mec qui a appris pendant 10 ans dans le centre de formation du Stade Rennais. Il est passé par pas mal de catégories de jeunes avant d'entraîner la réserve. Il avait des excellents résultats avec la réserve du Stade Rennais. Et il s'est retrouvé un petit peu là par hasard lorsque Sabri Lamouchi s'est fait limoger. Et on s'attendait à un intérim très court, et en fait il a eu du succès directement avec Rennes. Après il y a eu des périodes de moins bien, c'est pour ça que je disais qu'il a été pas mal critiqué, notamment par le Stade Rennais, où on disait que c'était un manager qui avait pas tant d'idées tactiques que ça, qui avait pas forcément beaucoup de relais tactiques. C'est plus un manager d'hommes, et il se trouve que le boulot qu'il fait à Strasbourg aujourd'hui est quand même très très intéressant. On sait qu'il s'implique beaucoup dans le club. Il voulait au début, des indiscrétions rennaises que j'avais, je sais qu'il voulait au début prendre plus de temps. Qu'il voulait prendre quasiment 1 an pour réfléchir à ce qu'il voulait faire, etc. Et je crois qu'il était vraiment convaincu par le projet de Marc Keller. Il a été vraiment convaincu par ce projet-là, et notamment parce qu'il savait qu'il aurait son mot à dire, notamment sur le recrutement, Flo. Mais c'est exactement ça, en fait, le process de recrutement de Marc Keller, enfin de Julien Stéphan par Marc Keller, il est très intéressant. Déjà, il faut savoir qu'il y a un homme qui travaille beaucoup sur l'aspect sportif avec Marc Keller. Avec Marc Keller, c'est Loïc Désiré, qui est le directeur sportif depuis plusieurs saisons, qui est un des artisans de la réussite sportive du Racing. Et effectivement, quand Julien Stéphan il arrive, il est en ballottage avec Jocelyn Gourvenec, qui est aussi un coach d'un niveau assez intéressant, mais qui, contrairement à je crois qu'il est pas très fan de Jocelyn Gourvenec. C'est une fraude. Ah oui, c'est vrai. non, c'est une fraude, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on s'attend pas à ce que Julien Stéphan, après avoir donné cette magnifique Coupe de France au Stade Rennais, redescende entre guillemets de club pour passer d'un club européen au Racing. Et en fait, je pense qu'il venait de se maintenir en Ligue 1. Qui venait de se maintenir en Ligue 1, et ce côté réussite est ultra intéressant. Et il a relancé, on va en parler plus tard, mais a relancé complètement un groupe qui a pas trop changé, en lui redonnant de la confiance, en lui redonnant de l'estime, parce que c'est un groupe qui a des qualités. On se souvient de effectivement cette saison dernière où ils se maintiennent très difficilement à la dernière journée. Faut pas oublier que Thierry Loret, il va jusqu'en Coupe d'Europe. Ils se font éliminer par Francfort. Suite à la victoire quand même en Coupe de la Ligue 2019 à Saint-Guingamp. Donc Thierry Loret, en plus d'avoir fait monter le club et d'avoir pérennisé en Ligue 1, a aussi fait gagner un trophée. Ils n'ont pas été ridicules en tour préliminaire contre Francfort à l'époque. Non, et puis ils avaient passé un tour déjà avant Francfort. Ouais, pour compléter tout ce qui a été dit, peut-être qu'on peut rappeler un peu juste ces faits d'armes à Rennes. Il fait quand même une victoire en Coupe de France, et c'est pas à toi, Jules, que je vais expliquer que c'est assez rare chez Rennes. Une qualif en Ligue des Champions. 48 ans après. Il est 4e à la trêve 2 mois avant sa démission. Et en fait, même lui, quand tu l'écoutes, parce que je me suis fait un petit... Pour compléter, même si c'est ni des titres, ni des faits d'armes, machin, je pense qu'il a offert les plus belles émotions avec ses matchs de Coupe d'Europe avec Rennes. Contre Arsenal et Betis, pour nous, c'était incroyable. Alors au final, c'est ridicule quand tu vois ça avec le recul, parce qu'au final, on est tombé en 8e, mais pour nous, c'était des émotions assez fortes sur les 5 dernières années.
Bah oui, non, mais il y a un début à tout, hein. Il y a pas de ridicule si vous avez kiffé. On se rappelle tous qu'il y avait une ambiance de ouf à Rennes, alors qu'avant on se faisait chier en regardant les matchs de Rennes. Enfin, il s'est passé quelque chose quand il était là, c'est indéniable. Au final, c'est quand même une réussite son passage à Rennes. Et il raconte son arrivée à Strasbourg et qu'en fait il est contacté après la dernière journée de championnat. Donc lui, il s'est déjà arrêté depuis février, je crois, au moment de sa démission. Il visite les installations, comme on dit. Il a un très bon feeling et lui. Bon, alors c'est peut-être un discours de com, mais il dit pas voir ça comme une régression de passer de Rennes à Strasbourg. Et il explique que ça fait partie des clubs qu'il estimait vraiment avec un gros potentiel, avec une ferveur et surtout la compétence des dirigeants. Et je pense qu'en fait, il a senti le bon filon, quoi, de se dire Strasbourg, c'est un club qui peut encore monter d'une étape et je peux participer à ça et j'ai tout à montrer. Et c'est un choix qui est, bon, c'est facile de le dire maintenant qu'ils sont cinquième de Ligue 1 et qu'ils font une première partie enfin même 2/3 du championnat très très bon, mais il a vraiment réussi son pari, quoi. En dehors de ça, du coup, plus pour revenir à Julien Stéphan, qui est le coach, moi j'ai une idée très précise, évidemment, parce que j'ai regardé tous les matchs de Rennes, mais en effet, je peux comprendre que tous les suiveurs de Ligue 1 n'aient pas une idée très très précise de quel style de coach est Julien Stéphan. Alors, pour tempérer un petit peu les critiques, c'est vrai qu'en effet, je suis pas certain qu'on ait affaire à un génie tactique comme on peut en trouver, mais par contre, c'est un réel manager d'homme. Il suffit de réécouter la table ronde de Val sur la formation pour comprendre que c'est un mec qui a un tel passé de formateur, qu'il a un vrai feeling avec les joueurs, avec les groupes, et on peut notamment, dans ses idées de jeu, nous, il a créé ça à Rennes, nous qui avons toujours été une équipe de transition, de réaction, et il l'a fait aussi à Strasbourg. C'est un mec qui aime avoir la balle. Et il suffit de regarder les déclarations, par exemple, d'un Dimitri Liénard à l'intersaison, où il dit « Je me suis jamais autant éclaté à l'entraînement, on ne fait que jouer au ballon ». Donc c'est ce type d'homme et de manager que c'est un mec très proche de son groupe. Juste une petite phrase avant de parler un petit peu plus enfin, pour revenir un petit peu sur les critiques avant de parler de son style de coaching. Il y a un truc qu'on néglige beaucoup, c'est qu'aujourd'hui il a 40 ans et il arrive à Rennes, donc c'était quoi, 2017, donc il devait avoir 35 ou 36 ans. Et n'est pas Nagelsmann qui veut, quoi. Il y a un moment, il faut tempérer aussi un petit peu. C'est un jeune coach. Il s'est fait catapulter dans une situation pas facile. Voilà, exactement. Et rien ne l'empêche, et je crois qu'il le fait beaucoup, et il en a parlé dans une interview récemment, de regarder des matchs, d'apprendre, de continuer à apprendre des choses. Et il le dit lui-même, il regarde 15 à 20 matchs par semaine pour apprendre, alors que ce soit les matchs de ses adversaires pour anticiper un petit peu ce qu'il va faire pour le week-end, mais il regarde aussi des matchs européens. Et on en parlait un petit peu dans d'autres émissions, mais c'est un entraîneur qui est intelligent et qui est cultivé. Il va aussi se renseigner sur d'autres domaines d'activité. Il va lire beaucoup, il va écouter des podcasts, il va écouter des musiques. Voilà, il nous écoute d'ailleurs. Oui, il nous écoute beaucoup. Ouais. Bah, c'est vrai. On le non mais voilà. Qui me l'a dit parce que moi je l'ai eu au téléphone. Mais non mais voilà, bref, c'est un entraîneur intelligent et rien ne l'empêche aujourd'hui de continuer à progresser. À 40 ans, c'est quand même une bonne chose de continuer à progresser, surtout quand tu es entraîneur. Donc voilà, et pour revenir sur son rôle d'entraîneur, bah, tu l'as dit toi-même, il faut bien comprendre qu'à la base, il n'était pas forcément prédestiné à devenir entraîneur de Ligue 1. Alors, quoi qu'il arrive aussi rapidement, mais il n'était pas forcément destiné à devenir entraîneur de Ligue 1. À la base, c'est un formateur, donc c'est quelqu'un qui éduque des gens, qui éduque des jeunes garçons. Et ça l'a permis aussi de comprendre aussi comment éduquer une personne. Donc il a des très bons rapports avec ses joueurs et c'est là-dessus qu'il s'appuie. Tu le disais, c'est un vrai meneur d'hommes. Il arrive à fédérer un groupe. Il le disait lui-même, le plus important, c'est une phrase qu'on répète souvent, mais le plus important dans un groupe, c'est de réussir à emmener tout le monde, si je peux dire, et notamment les remplaçants. Donc voilà, il fait un travail aussi auprès de ses remplaçants. Il raconte dans le vestiaire où il dit justement qu'il joue tout le temps à des jeux de dés dans le déplacement, le Perudo pour les connaisseurs, voilà. et que ça arrive assez souvent que Julien Stéphan participe avec eux. Je suis pas certain qu'on voit ça dans tous les clubs non plus. C'est un mec qui est très proche de son groupe. Toi Alex, tu voulais rajouter un truc par rapport justement à son style de coaching et au type de manager? Ouais, et dire comme c'est un mec ouvert, il a une phrase très intelligente, je trouve. Il dit être un entraîneur, c'est être un voleur d'idées. Et en fait, quand il regarde ses 15-20 matchs par semaine, bah lui, ce qu'il cherche, en fait, c'est à piocher à droite à gauche des trucs qui vont lui permettre de composer l'alchimie parfaite pour son groupe. Et ce qui est, pour compléter ce que disait Val, en fait, tactiquement, il a des idées quand même, avec du contre-pressing, avec des sorties rapides, à faire évoluer son équipe. Tu vois, là, je pense qu'on parlait de la même interview qu'on a écouté, moi que j'ai écouté sur France Bleu Alsace.
où il explique en fait qu'il a bien compris que maintenant Strasbourg était une équipe attendue et qu'il devait être en perpétuelle évolution et jamais être reposé sur ses acquis. Et que donc, maintenant qu'il sait qu'il est attendu, ça peut tomber, ou des matchs contre Nice qu'on a vu ce week-end, où Nice a attendu assez bas. Marseille avait fait ça aussi. Il sait qu'il doit faire évoluer son coaching pour répondre à des nouvelles demandes et des nouvelles problématiques dans le jeu, quoi. Ouais, après, de manière générale, pour les suiveurs de Ligue 1 qui peuvent en avoir marre des Avengers, Frédéric Hans, Antonetti, Comboiré, etc. Stéphane, il a un vent de fraîcheur dans ses interviews. Toutes ses interviews sont assez intéressantes, ses réflexions sur le jeu, etc. On n'a pas beaucoup ça en France. C'est intéressant de voir un mec qui pense le foot. Toi, Val, t'avais une petite anecdote, je crois, sur le côté psychologique du mec. Ouais. Bien, le premier truc qu'il a fait quand il est arrivé à Strasbourg, en fait, il a fait un petit peu un état des lieux de ce qui se passait. Pas dans la tête des joueurs, mais bon, voilà, la mentalité générale qu'il y avait autour de ce groupe. Et en fait, il a remarqué qu'il y avait un espèce de complexe d'infériorité dans ce groupe, des joueurs qui n'arrivaient pas à forcément se rendre compte de leur niveau potentiel et leur niveau réel, et du coup c'est quelque chose qu'il a beaucoup travaillé en pré-saison et même tout au long de la première partie de saison. Alors il a eu la chance d'avoir les résultats qui ont suivi derrière, puisqu'il a eu des bons résultats. C'était compliqué en début de saison. Ouais, exactement, mais après c'est arrivé assez rapidement, donc ça lui a permis aussi à ce groupe de prendre confiance en soi, et je pense qu'aujourd'hui il faut pas négliger un petit peu cette place de Strasbourg au classement, et je pense qu'il faut pas les négliger non plus dans les pronostics qu'on va faire pour cette fin de saison. Moi j'avais une anecdote très drôle que j'avais lue d'un joueur rennais, je me demande si c'était pas Unou ou autre, qui racontait ça, qui disait en fait que vu que c'est un formateur, il l'utilisait énormément dans ses discours d'image pour parler aux joueurs, etc. Alors ça devait pas être en finale de Coupe de France, mais c'était un match à enjeu, je me demande si c'était pas contre le Betis, où il raconte cette anecdote avec les crayons. Où il arrive dans le stylo, il prend un crayon, il le pète en deux, et il dit voilà ce que vous faites depuis le début du match, vous êtes en train de jouer tout seul et tout, et après il prend 8 crayons, il essaie de les péter, il fait bah voilà, là je peux pas les péter parce que vous êtes tous ensemble, etc. Et en fait, ça paraît bête, mais il y a certains joueurs qui sont assez immatures, notamment quand ils travaillent avec des jeunes. Il le disait justement dans cette interview sur France Bleu Alsace, qu'il s'inspirait beaucoup d'exemples ou de trucs qu'il trouvait dans des bouquins ou des répliques de films. Des répliques de films, des trucs comme ça. Il s'en inspirait beaucoup dans ses discours d'avant-match. Il s'adapte à son public en fait. Exactement. Et il est accompagné aussi d'un c'est aussi ça, travailler c'est quelque chose dont on se rend pas compte en fait, mais c'est aussi ça, travailler en tant qu'entraîneur, c'est aussi aller chercher dans d'autres trucs, dans d'autres domaines d'activité pour pouvoir proposer des contenus un petit peu innovants à ses joueurs. Je crois qu'il lit beaucoup de bouquins de management, de coaching, etc. Mais ça fait partie du boulot d'entraîneur, on se rend pas compte. Pas le boulot de tous les. Je pense que les entraîneurs de l'école, ils le font pas forcément. C'est pour ça qu'il y a un peu une fracture entre les deux écoles. Mais Jocelyn Gourvenec, par exemple, est un peu comme ça, je crois, il paraît. Ouais, mais il ferait bien de lire aussi des bouquins de foot, du coup. Tant qu'à faire, c'est bien d'équilibrer un peu aussi. Et du coup, pour finir, il n'est pas tout seul, Stéphane. Il est aussi accompagné d'un staff, et notamment il a un fidèle qui le suit. Alors, il a un fidèle qui est Mathieu Lescornet, qui est son entraîneur adjoint, qui l'a suivi en provenance de Rennes, et qui fait un gros travail, notamment sur le côté pressing, contre-pressing. Il y a un mec qui est très important aussi et qui est arrivé plus récemment au club, qui l'a rejoint directement à Strasbourg. C'est Greg Dupont, qui est un des meilleurs spécialistes français de la préparation physique et de la performance physique, qui a fait beaucoup d'études, qui a tourné aussi au Celtic Glasgow, et qui surtout était le préparateur physique de l'équipe de France au Mondial 2018, qui vraisemblablement a beaucoup manqué à l'équipe de France de Didier Deschamps on sait qu'il a envoyé à Strasbourg sur l'Euro. Voilà, et il a aussi fait, après le Mondial 2018, il a accompagné Real sur sa deuxième pige au Real. Donc c'est un mec qui sait de quoi il parle, qui a Zidane au Real, pardon, qui a eu de très très grosses références, et qui maintenant est arrivé un petit peu comme Stéphane dans un club où on se dit qu'est-ce qu'il fait à Strasbourg. Et au final, si Strasbourg est aussi impressionnant aujourd'hui dans sa qualité physique, mais c'est vrai qu'ils ont quasiment pas de blessés, et dans son intensité, ils ont pas de blessés, ils ont un jeu, on parle un peu plus. Attention l'année prochaine, parce qu'on n'a pas de nouvelles du genou de Samuel Umtiti. Oui. Ok, c'est vrai. Je viens de l'avoir. Ok. Non mais après ça explique aussi peut-être d'ailleurs leur début de saison assez moyen. Peut-être qu'il y a une prépa très intense et que physiquement ils ont dû monter en puissance comme ont pu le faire les Bleus lors de la compétition. Enfin voilà, on voit qu'il est quand même bien entouré. Il a une direction solide qu'il suit. Il y a des cadres. Donc on est quand même sur une équipe qui, comme Nival, qui est rarement dans les pronos des qualifs de place européenne, mais on ferait bien de garder un œil sur ce groupe-là qui est quand même très intéressant, surtout que c'est assez agréable à regarder. Il y a souvent des bons scores avec Strasbourg, ça s'envoie bien. Deux buts de moyenne depuis le début de la saison. C'est la troisième attaque de Ligue 1 derrière le PSG et Rennes. Ouais, ce qui n'était pas un truc qu'on pronostiquait de ouf après les passages de Loret et avec la saison un peu galère l'an dernier. En tout cas, voilà, on vous encourage à regarder de plus près. On espère que ça vous a plu, qu'on vous a un petit peu
peut changer les idées. Et puis maintenant, on va passer à nos petites chroniques classiques. Je pense qu'on a fait le tour de Strasbourg. Flo, pour commencer, ta petite chronique qui devient habituelle, j'ai envie de te dire, c'est déjà la 3e fois que tu nous l'as fait. Tu vas nous faire un petit retour, un petit rétro sur ce mois de février plutôt riche. Plutôt riche et pas que en football malheureusement. Premier jour de février est très triste nouvelle puisqu'on apprend le décès de Mauricio Zamparini, le plus célèbre mange-entraîneur de la botte. Au palmarès, 36 changements de coach en 14 années de présidence à Palerme, mais un homme qui aura également placé le club sicilien sur la carte du foot italien et même européen, sachant attirer de grands talents comme Pastore, Micoli, Dybala ou Cavani. Arrivé sur le banc d'une AS Nancy-Lorraine malade et dernière de Ligue 2, Albert Cartier a de son côté sa propre vision pour rester en poste et souder son groupe. Après l'humiliation 6-1 concédée à Valenciennes, le coach décide à la sortie du retour en bus de l'équipe d'organiser une séance d'entraînement physique en pleine nuit entre 2h et 3h du matin. Sympa. Dans un tout autre style, Thiago Motta est élu entraîneur du mois de janvier en Serie A à la tête d'une séduisante équipe de la Spezia qui n'a notamment gagné à San Siro contre le Milan. Lui qui vit avec la Spezia sa première saison dans l'élite. Loin de la douceur des côtes ligures, les États-Unis étrillent le Honduras 3-0 en ce 3 janvier en éliminatoire de la Coupe du Monde, alors que le thermomètre affiche moins 19 degrés et moins 30 en ressenti dans le Minnesota. Bilan, 2 joueurs honduriens remplacés à la mi-temps pour hypothermie et une belle polémique. Probablement ce qui avait motivé déjà la fourmi atomique Sébastien Giovinco à quitter le froid de Toronto pour la chaleur d'Al Hilal en 2019. Mais après 6 derniers mois sans club, la fourmi atomique d'1m63 vient finalement faire son retour en Serie A et retrouver la chaleur de la capitale ligure et du Sampdoria de Gênes. L'idylle a mal tourné en revanche pour Yunus Sankharé à Giresunspor, désolé pour le nom, en Turquie, après seulement 6 mois. Plus payé, en froid avec son club, l'ancien parisien subit surtout le harcèlement de son président, qu'il menace directement de lui envoyer les supporters à son domicile où l'électricité et internet lui ont par ailleurs été coupés. De la Turquie à Londres, la maltraitance traverse les frontières alors que Kurt Zouma crée la polémique à la suite d'une vidéo où il s'en prend violemment à son chat, le tout devant ses tout jeunes enfants. Dimanche 6 février, également, mon cœur souffre. Il faudrait donc que je choisisse entre l'Égypte de Mo Salah et le Sénégal de Sadio Mané. C'est finalement ce dernier qui écrit l'histoire et envoie les Lions de la Teranga sur le toit de l'Afrique pour la toute première fois de son histoire dans un Dakar en liesse. 14 février, toujours autant en symbiose avec son époque et le sens de l'histoire, la FIFA refuse pour motivation politique que Palmeiras porte un maillot qui appelle à un avenir plus écologique et plus vert lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Le club brésilien s'incline logiquement en finale face au Chelsea. De Roman Abramovich, mania du pétrole. Vendredi 18 février, Frédéric Antonetti décide de changer sport et s'en prend physiquement à Sylvain Armand, sans gravité mais avec suspension. Bien moins drôle, la violence s'étend jusqu'à un 8e de finale de Gambardella entre Canet-en-Roussillon et Lyon, où des supporters de l'OL lynchent un jeune fan du Canet, coupable de porter un maillot de Marseille dans le sud de la France. Vous êtes partout, c'est fou. Lyonnais, on l'a du cher, faut préciser. Mais c'était quand même des bad gueule. Ouais, c'est plus ou moins la même région, il me semble. Oui, a priori, ouais, c'est... En Grèce, en revanche, face aux violences endémiques d'une toute autre ampleur et après la mort d'un supporter de 19 ans tabassé à mort par des hooligans du PAOK, le gouvernement décrète la fermeture de tous les clubs de supporters dans tous les clubs du pays et dans tous les sports. 21 février, alors que 11e art sort son podcast sur le foot féminin, la défenseur néo-zélandaise Mekala Moore marque 3 fois contre son camp face aux USA. Bel hommage. Folie toujours. Et ça va intéresser Val, avant Chelsea, Lille, Joko, l'ancien des deux clubs, explique avoir beaucoup plus appris tactiquement avec Rudy Garcia qu'auprès d'Ancelotti et Mourinho. Réunis. Jeudi 24 février, une date qui restera malheureusement dans l'histoire de l'humanité. Cette fois-ci, Vladimir Poutine décide d'entrer en guerre et d'envahir l'Ukraine malgré l'opposition et l'indignation de la communauté internationale. Pour une fois très réactive, l'UEFA prend acte et sanctionne largement la Russie. Macron fait le forcing et obtient la relocalisation de la finale de la Ligue des Champions à Saint-Denis, initialement prévue à Saint-Pétersbourg. Après plusieurs trop longs jours de silence et de mesurettes, la FIFA se résout finalement à exclure la Russie ce 28 février de la Coupe du Monde 2022 et de ses barrages sous la pression des autres fédérations, notamment de la Pologne. Les hommages dans les stades se multiplient quant à eux et les acteurs du foot s'engagent aussi. Fares Balouli, qui évolue depuis plusieurs saisons en D2 ukrainienne, propose d'accueillir chez lui en France, là où il est rentré, ses coéquipiers ukrainiens dans ses plusieurs maisons. De son côté, Yuri Verdinoub, l'entraîneur ukrainien du Sheriff Tiraspol en Moldavie, quitte quant à lui ses fonctions et s'engage directement auprès des troupes de son pays. Mais le foot continue, cependant, en ce 26 février en Angleterre où tous les regards se posent du côté de Brentford, où Christian Eriksen joue les 38 premières minutes du reste de sa vie, 9 mois après son arrêt cardiaque à l'Euro. Et enfin, 28 février, on finit cette rétrospective mensuelle là où elle commence, là où tout a commencé, en Italie, où Gigi Buffon vient de prolonger avec Parme jusqu'en 2024. Il aura alors 46 ans. C'est pas mal. C'est vrai que tu as bien fait de parler
des hommages dans le foot. Ce que je dis qu'on s'en fout du foot, mais c'était vraiment à ce niveau-là, c'était un très beau week-end entre le but bordelais, entre les hommages à Everton City avant, Benfica, les larmes de Yaremchuk qui étaient très émouvantes, et le You'll Never Walk Alone à Wembley aussi, magnifique, repris par les supporters de Chelsea en hommage aux Ukrainiens. Et on sentait que la présidente russe de Chelsea applaudissait pas de plein gré. Je pense qu'elle hésitait entre beaucoup de sentiments. Val, toi, on se projette un petit peu. Tu nous as dégoté une petite boule de cristal, donc plutôt que de revenir en arrière, tu vas plutôt regarder de l'avant. Et oui, parce que passé la mi-saison et les premières échéances importantes de Ligue des Champions, je me suis moi-même individuellement pris au jeu des pronostics pour la fin de saison et aussi peut-être pour les années à venir. Et ma conclusion est simple, les clubs anglais vont rouler sur l'Europe tel un Julien Alaphilippe sur la Flèche Wallonne. Voilà, désolé pour la petite aparté cyclisme, mais la saison reprend. Notre podcast casqué aussi d'ailleurs, et la hype est immense en ce premier week-end de mars. Les clubs anglais, donc, vous me direz, le pronostic n'est pas très difficile à faire entre les capacités financières quasi illimitées, le fait qu'ils possèdent les meilleurs buts, les meilleurs joueurs et les meilleurs entraîneurs du monde, les structures déjà en place, et même si on veut aller un petit peu plus loin, leur culture foot. Je peux vous rajouter à ça évidemment les récents résultats en Ligue des Champions, 3 victoires et 3 qualifications assurées pour Chelsea, Liverpool et City. Un nul, certes pas très sexy face aux champions d'Espagne pour Man United. Et je vous parle pas des qualifications de West Ham et Leicester dans les autres compétitions européennes. Bref, très peu d'éléments laissant penser que le football anglais peut connaître un quelconque déclin dans les années à venir. Mais alors vous me direz pourquoi cette chronique ? Et ben en fait mon raisonnement c'est plutôt fait par l'absurde. Val, pourquoi cette chronique ? Et ben voilà, je vais vous le dire. Mon raisonnement c'est plutôt fait par l'absurde en observant ce qui se passe actuellement dans les autres championnats européens qui aujourd'hui pourraient venir concurrencer l'hégémonie anglaise. Alors j'ai fait la liste des potentiels prétendants. Les géants espagnols. Alors le Barça semble renaître de ses cendres ces dernières semaines, mais la situation économique et le manque de stabilité depuis plusieurs années nous permettent de douter un petit peu d'un retour immédiat au premier plan. Le Real semble ne pas avoir réussi sa transition post-triple victoire en Ligue des Champions. Les cadres sont vieillissants et les résultats semblent dépendre uniquement des performances de KB9, Vinicius et Courtois. L'Atlético, qu'on le veuille ou non, j'ai comme l'impression que le Chulismo est un peu mort et que l'ère de Diego Simeone arrive à son terme. Alors peut-être on peut regarder du côté de l'Allemagne. Le Bayern semble être un concurrent direct dans les prochaines années. Mais là aussi, les cadres sont vieillissants et la recette Nagelsmann prendra forcément un petit peu de temps à mettre en place. Le PSG, malgré les résultats en progression les dernières saisons en Ligue des Champions, aucun progrès dans le jeu, malgré certains bons matchs contre les zombies du Real. Mais surtout un très net sentiment d'infériorité face au club anglais, que ce soit quand ils jouent contre eux, on a vu contre City cette année, ou même quand ils jouent en même temps qu'eux, référence évidemment au match de City contre le Sporting en même temps que le PSG, où l'impression générale laissée par les Citizens semblait largement supérieure à ce que fait les Parisiens. Reste donc les clubs italiens, et là encore pas de quoi s'emballer. La Juve galère contre Villarreal et lutte autant pour ne pas être cinquième que pour créer une Super Ligue européenne qui ne servirait que ses intérêts. L'Inter pourrait être un concurrent sérieux, mais l'écart avec les clubs anglais semble être beaucoup trop gros. En témoigne le match contre Liverpool il y a 15 jours. Et évidemment, le Milan et le Napoli, quant à eux, doivent d'abord retrouver les joutes européennes avant d'être pouvoir éventuellement juger. Hormis tous ces cadors, j'aurais pu vous parler de ces clubs un peu moins huppés qui nous auront fait vibrer les dernières saisons et qui auront pu venir concurrencer cette hégémonie. Je pense évidemment à l'Ajax, à Porto, à l'Atalanta, à Benfica, à Monaco ou même à Lyon, je me suis permis. Mais bon, ça ressemble plus à... Quel culot. Bah, demi-finale et les champions, les jeunes quand même. Mais bon, ça ressemble quand même plus à des épiphénomènes pour des clubs qui cependant semblent avoir des modèles économiques viables, et ça c'est quelque chose à souligner parce que ça pourrait permettre de nouvelles perspectives. Et en fait, où est-ce que je veux aller dans cette chronique ? Je me pose toujours la question. Je me la pose à voix haute parce que je me la suis posée quand je l'écrivais. En fait, je repensais aux dernières émissions qu'on a fait, que ce soit avec Pierre Rondeau sur les inégalités dans le foot et avec Jean-Baptiste Guégan dernièrement sur l'Ukraine, et je faisais un parallèle un peu entre les deux. Et en fait, j'ai l'impression que le vrai tournant du football mondial, je crois qu'il se joue maintenant. C'était pas il y a 2 ans quand on a eu le Covid et qu'il y a eu tout ce bouleversement. Et je pense que c'est plus maintenant qu'on a bien compris tous les problèmes structurels qu'il y avait dans le système foot. Alors ça paraît très utopique, surtout compte tenu de nos dirigeants dans les différentes instances, mais je pense que si on veut vraiment améliorer les choses, arrêter de créer des inégalités entre les gros et les petits clubs et garder un contenu vraiment attractif, c'est maintenant qu'il faut agir avant que les écarts se creusent encore plus. C'est pour ça que je parlais de l'hégémonie anglaise. En fait, pour une fois, je sais pas trop comment finir cette chronique, donc je voulais vous finir en vous demandant votre avis. Donc je vous propose qu'on prenne 3-4 minutes, enfin 3 minutes, allez, maintenant, pour vous me donner un petit peu votre avis sur... C'est pas toi qui décide, c'est moi qui décide. C'est vrai. Si j'ai envie... combien de temps ?
Non, mais moi je comprends ce que tu veux dire. De là à parler de tournant dans le foot, peut-être. Je sais pas si je suis assez clairvoyant. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, on entre dans une phase de domination anglaise. Alors, ce qui est moins rassurant, c'est qu'on va dire que peut-être que la domination espagnole à l'époque, mais encore quoique, était moins par le fric, mais en fait si, parce qu'à l'époque, avec la possibilité des dettes du Real, du Barça, etc., au final, il y avait une histoire de mais il y avait une concurrence, en fait. C'est peut-être ça la différence. Est-ce qu'il y avait autant de concurrence que ça? Les Anglais étaient à la ramasse au début des années 2010. Oui, c'est vrai. T'avais toujours le Bayern qui a toujours été un peu là. L'Italie était morte, la France t'avait pas grand chose, donc j'ai l'impression naturellement que c'est plus une histoire de cycle, mais ce qui est vrai là où c'est pas rassurant, c'est que c'est vrai qu'avec leur budget faramineux, les Anglais peuvent nous enclencher un cycle de 30 ans. Donc on peut être sur du bon gros cycle, mais je vois où tu veux en venir, et en effet je vois pas, à moins qu'il y ait une grosse restructuration et une grosse prise en compte des autres clubs, je vois pas qui peut venir embêter les Anglais sur les années à venir. Ouais, moi j'aimerais dire comme toi Jules, j'aimerais croire aussi que c'est une question de cycle, comme on en voit beaucoup dans le foot, les années 90 et tout début des années 2000 avec l'Italie, l'Espagne ensuite dans les années 2010. Malheureusement, je crois que le péché originel, on est effectivement à une phase charnière, mais je pense que la phase la plus charnière que Val évoquait, elle se joue en 1992 avec l'arrêt Bosman et le début de l'ultra businessisation ou l'ultra financiarisation du football. Et je pense qu'on est en train d'arriver à un stade renforcé par le Covid et cette crise économique qui fait que j'ai peur que beaucoup de championnats autres que l'Angleterre deviennent en fait un peu les championnats belges, écossais ou les championnats de l'Est, des sortes d'antichambres de la Première Ligue. On le voit avec le championnat français qu'il est de plus en plus devenu, hormis le PSG. J'ai assez peur que beaucoup d'autres nations le deviennent. Non, mais de mon côté, je suis assez effrayé par cette ultra domination. Faut pas oublier juste que les droits internationaux ont largement dépassé maintenant les droits nationaux en Première Ligue qui étaient déjà faramineux. Et cet écart entre les finances des clubs anglais et les finances des autres clubs européens me fait assez peur. Là, c'est plus le supporter qui parle, c'est le comptable. C'est le comptable et Alex, toi, t'es d'accord avec nous à peu près, j'imagine? Bah ouais, mais surtout ces questions, en fait, elles se posent déjà, ne serait-ce que pour les gros clubs. Si la Juve, tous ces clubs ont proposé la Super League et ont sorti ça comme ça du chapeau et que les Anglais ont dit non, c'est aussi parce qu'ils savent qu'ils sont en train de passer à côté d'un business qui est juteux et que ça peut leur rapporter gros. La Juve notamment et l'histoire de la société commerciale en Italie, s'ils ont fait capoter le deal, c'est parce qu'ils voulaient inclure une clause de Super League et que donc la société commerciale ne rentrerait pas dans les cases si la Super League était adoptée. En fait, ce que je trouve flippant là-dedans, c'est plus les réactions de l'UEFA qui est complètement à côté de la plaque, qui multiplie les matchs alors qu'on a des problèmes d'attractivité, les gens consomment de moins en moins les matchs sur 90 minutes. Alors eux, ils pensent à réduire. Tu supprimes les buts à l'extérieur. Ouais, voilà, c'est ça. T'as les Coupes du Monde tous les 2 ans, rajouter 48 ou 52 équipes en Ligue des Champions. En fait, moi, je suis plus inquiété par les dirigeants parce que je me dis que les clubs, et notamment les clubs historiques, il y a toujours eu un écart entre les gros et les petits. Moi, ce qui m'emmerderait, comme tu le dis, Val, c'est que l'Angleterre écrase tout et qu'il y ait même plus en fait de réponse de l'autre côté. Mais sauf que les gros clubs historiques cherchent à mettre un nouveau système en place. Et moi, c'est pour ça que je vous saoule avec la Super League depuis le début, c'est parce que je pense que c'est pas la meilleure des solutions, mais c'est la solution qui va s'imposer à terme avec, on va dire, une vingtaine de clubs, peut-être un système de montée-descente pour les deux derniers et des antichambres effectivement à côté, mais que le football passera inévitablement par là. Une sorte d'NBA. Après, on n'est pas obligé de s'en réjouir pour autant. Non, on dirait le débat. Je m'en réjouis pas, c'est juste que c'est un constat, tu vois, c'est un constat qu'en ce moment le foot est en train de devenir très bizarre. Les règles changent tous les week-ends, on modifie toutes les compétitions. Enfin, t'imagines, toi, quand t'as commencé à regarder le foot, le défenseur, il pouvait faire une passe en retrait, le gardien la prendre à la main. On pourra en parler très longtemps, je pense, de ce débat-là. Chacun se fera son avis. Alex, toi, tu voulais nous parler de celui qu'on nomme le Duc d'Europa et de ton agacement, justement, de vieille personne par rapport aux joueurs et aux vestiaires, aux groupes. Ouais, Jules, je voulais parler d'Unai Emery et de l'excellent travail qu'il fait à Villarreal, mais comme tu le sais bien, je peux pas m'empêcher de commencer sur un thème et de finir sur un truc qui a rien à voir. Donc je vais quand même vanter ses mérites et dire tout le bien. Quand il part faire une course au bout de la rue, il finit à Brest. Tu sais bien que j'ai pas assez d'endurance.
Mais on va quand même dire tout le bien qu'on pense d'Unai Emery, vu comme on s'est moqué de lui en France. Mais ce qui m'intéresse avec ce coach, c'est le poids qu'ont pris les stars dans la nomination d'un coach. Et je trouve que Unai Emery, c'est un peu le pavillon témoin de tout ça. Je vais pas vous refaire son parcours, simplement redire qu'il a un palmarès en Europe qui fait 3 fois celui de la France. Il a 3 Ligues Europa avec 3 Ligues Europa avec Séville, une avec Villarreal, une finale avec Arsenal. Ce qu'il fait avec Villarreal, c'est juste du kiff. Et de toute façon, avec Unai Emery, du moment que ses joueurs l'écoutent, c'est toujours plaisant à regarder et ça gagne. Pourtant, en France, et un peu comme Pellegrini, on en parlait avec le Betis lors de son passage à Madrid, c'est 2 coachs qu'on n'a pas trop pris au sérieux. Alors, je vous rappelle vite fait ce qu'on disait de lui, il gesticule trop, il crie trop sur le banc, il parle mal français, et surtout, il n'arrive pas à gérer les stars. Et sur ce dernier point, il le reconnaît volontiers. Interview d'avant-match de Ligue des Champions contre la Juve, je cite le principal intéressé, « C'est difficile de bien faire les choses parce qu'il faut travailler sur le football. Il y a tellement de choses autour de vous que vous devez essayer de vous concentrer sur le jeu. Les joueurs le font, mais ils ont beaucoup d'autres obligations extérieures qui les éloignent un peu parfois du football. » Sous-entendu, la célébrité, la fame, ça empêche un joueur de travailler correctement. Sauf que Emery, c'est pas un cas isolé. Et je trouve qu'il y a de plus en plus d'entraîneurs avec des vraies philosophies de jeu dont on sait qu'elles fonctionnent puisqu'elles ont fait leurs preuves, mais qui se heurtent à un vestiaire qui a pas envie de les écouter. Emery, Pellegrini au Real, Rangnick à Man U, Tuchel à Paris, dans une moindre mesure Peter Bosz à Lyon, Sarri à la Juve. Vous en avez sûrement d'autres en tête et on en parle à chaque émission, mais je trouve ça fou comme le football ressemble de plus en plus à la NBA. Je vous dis ça, mais Flo le sait mieux que moi. En NBA, c'est les stars qui choisissent le coach. On sait qu'à Brooklyn, Durant a largement participé au choix du coach. LeBron a fait aussi la même aux Lakers. Et on a le sentiment que maintenant que c'est accepté par la majorité des gens qui consomment le foot. J'en veux pour preuve le débat qui passionne Marseille en ce moment, la gestion de Milik par Sampaoli. L'OM est 2e, le club est bien engagé en Europe, mais la période est compliquée. Résultat des courses, clivage, et on a le sentiment que si un choix devait se faire entre les deux, tout le monde choisirait Milik. Alors vous pouvez me répondre que c'est de la faute des coachs, que manager c'est leur métier, que Mourinho a donné les clés de comment gérer un vestiaire, mais vous pourrez pas m'enlever de la tête que quand on a une idée claire sur le jeu, quand on veut proposer du beau, c'est aux stars de s'adapter et de faire confiance à celui qui sait et pas faire les capricieux parce que la méthode leur plaît pas. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ton constat. Je pense qu'il y a en effet des coachs qui sont pas faits pour tous les clubs et d'autres qui n'ont pas que ça à foutre de faire de la garderie et de gérer des stars qui ont envie de faire ce qu'ils veulent et qui préfèrent faire des projets de jeu avec des joueurs concernés. Toujours pareil, on n'est pas forcément fan du constat, mais force est de constater que c'est comme ça. Bon allez, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis une fois de plus. On va essayer de continuer à égayer votre quotidien avec nos vêtements, hein, ne vous inquiétez pas. On va vous divertir, on va vous apprendre des choses avec plein de nouveaux formats. On a un nouveau top 10 filmé qui va arriver avec Flo et moi-même, votre humble serviteur. On a une table ronde à venir avec Val aussi, un autre épisode de Sous le capot. Enfin bref, on a plein de choses qui arrivent. On va essayer et t'as oublié le prochain qui est un autre épisode de Macroscope avec Jean-Baptiste Guégan. Oui, tout à fait. Qui arrivera très arrive très bien. Parler un petit mais peu bon, là, je parlais de divertir, égayer, sortir un peu de l'actu, etc. Vrai, le Macroscope risque de vous replonger un peu dedans. Mais c'est intéressant quand même. Puis Jean-Baptiste Guégan est quelqu'un de très chiant en plus. Faut se le dire. Ouvertement. Voilà, il faut le savoir. Jean-Baptiste Guégan n'est pas sympathique. Enfin, il n'a pas pour but d'être sympathique. Non, vraiment. D'ailleurs, il nous écoute pas, donc non, voilà, déjà il chante faux. Contrairement à Julien Stéphan. En tout cas, voilà, on reste ensemble, on vous lâche pas, on va essayer de vous sortir de cette actu morbide. Alors portez-vous bien et pensez à vous aimer.